Salut les Topiens! Disneyland Paris commence fort l'année avec le lancement du spectacle Disney Tales of Magic, le tant attendu nouveau spectacle nocturne du parc principal qui avait avant Disney Illumination, qui était présent depuis le 25e anniversaire de la destination, qui était en fait une copie du show d'ouverture de Shanghai Disneyland à l'époque, et un show qui a survécu à toutes ces années, puisque lors du 30e anniversaire, ni la parade, ni le spectacle du soir n'ont été remplacés. Et puis encore avant, c'était bien sûr Disney Dreams, qui là pour le coup était une nouveauté du 20e anniversaire, et surtout c'était un spectacle qui avait complètement fait basculer tous les autres parcs Disney du monde dans une nouvelle catégorie de show nocturne qui incluait du mapping, des fontaines, du laser. Et avec Disney Illumination, Disneyland Paris avait perdu un peu son avance, car ce show, qui était un peu une copie, une sorte de bande-annonce de grands classiques Disney, n'avait pas autant marqué le public que Disney Dreams, qui était une vraie histoire avec des tableaux, à mon avis, qui plaisaient beaucoup plus au public français et francophone. C'est alors que Disneyland Paris a décidé de faire un grand reset et de se doter de son nouveau show nocturne. Et désormais, la Walt Disney Company a doté de tous ses parcs Disney d'un show nocturne 100% exclusif avec des spécificités. Et donc ma vidéo du jour, c'est pour parler de cette nouveauté, Disney Tales of Magic. Je l'ai vue à 2 reprises et je voulais donc partager avec vous mes impressions sur le spectacle. Et pour faire simple, c'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé, qui est beaucoup mieux que Disney Illumination ou même que Disney Dreams, qui était notamment revenu dans sa version dégradée. Néanmoins, il est loin, très loin, d'être mon spectacle préféré des parcs Disney, notamment dans les Royaumes Enchantés, c'est-à-dire là où il y a les châteaux Disney. Et avant de vous détailler mon avis et vous expliquer ce que j'ai aimé et ce que j'ai un peu moins aimé, j'ai essayé de comprendre aussi quelles étaient les inspirations pour ce spectacle. Disney Tales of Magic est principalement inspiré, je dis bien inspiré parce que pas copié, il est donc principalement inspiré de 2 spectacles en Californie. Le premier, c'est Disneyland Forever, et surtout le plus récent show qui s'appelle Wondrous Journeys et qui est joué à Disneyland et qui va être rejoué pendant les 70 ans. Vous avez des séquences qui sont très très proches, vous avez même parfois les mêmes musiques. Vous avez des passages sur Moana, comme dans Disney Tales of Magic, vous avez un passage sur le bossu de Notre-Dame, exactement comme dans Disney Tales of Magic, vous avez une séquence sur Encanto. Je vous assure, c'est frappant, si vous regardez Wondrous Journey, vous voyez qu'il y a quelques similitudes, et d'ailleurs, d'un point de vue technique, c'est aussi à Disneyland qu'on retrouve à peu près la même installation technique, que ce soit les projections sur Main Street, l'utilisation de la lumière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Wondrous Journeys, c'est un immense succès, c'est un spectacle qui est adoré par les fans californiens. Je vous propose qu'on commence par les points positifs. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans ce spectacle? Ce que j'ai le plus aimé, c'est le vrai update technique. C'est-à-dire enfin ces projections sur Main Street avec une vraie utilisation de Main Street, parce que par exemple en Floride, il y a aussi de la projection sur Main Street, mais c'est clairement sous-exploité et ça n'a aucun intérêt, donc il vaut mieux se rapprocher. J'ai pas trouvé que c'était le cas dans Disney Tales of Magic où vraiment il y a des effets dans Main Street. D'ailleurs, comme en Californie, il y a aussi des effets très spectaculaires sur le Main Street californien. Donc chez nous, il y a de la neige, il y a de la fumée, et puis il y a une vraie utilisation des façades avec des mises en scène intéressantes des personnages. Ça, c'est un vrai update qui a une incidence sur la qualité de visite des visiteurs qui, au dernier moment, peuvent débarquer sur Main Street et voir le spectacle dans des très bonnes conditions, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Le travail aussi sur la lumière est impressionnant. Je pense qu'on est le parc Disney qui utilise le mieux la lumière dans les shows nocturnes. Ça se remarquait de plus en plus, mais alors là, avec l'installation des nouveaux projecteurs un peu partout sur les scènes de Central Plaza, sur les toits de Main Street, c'est impressionnant. L'immersion, grâce à ça, comment elle s'est renforcée. Le seul downgrade technique qu'il y a sur ce spectacle, c'est la disparition de la fameuse étoile des rêves, qui était une invention unique. Il n'y avait ça dans aucun autre parc Disney, donc cette étoile des rêves qui était cachée dans la dernière tour de Disneyland Paris, c'était vraiment un système unique, c'était très technique quand on la voyait sortir, rentrer, à l'époque ils avaient fait vraiment beaucoup de travaux lorsque Disney Dreams est sorti pour installer ce matériel, et aujourd'hui, visiblement c'est un matériel qui va être à l'abandon. Et ça c'est vraiment vraiment dommage, surtout qu'il y a la fée bleue. Il y a la fée bleue qui est fortement mise en avant dans le spectacle. Et donc son étoile est là cachée dans le vitrail, mais elle n'est pas utilisée. Donc c'est aussi, je trouve, une sorte d'incohérence. Parmi les autres points positifs, il y a un truc que j'adore dans ce spectacle, et il fallait enfin qu'on l'ait parce que c'était pas le cas sur Disney Illumination, la qualité à la fois de la projection, que ce soit sur Main Street et sur le château, mais surtout de l'animation. Les personnages sont superbement bien animés. Ils sont pas enfermés, vous savez, dans un cercle et mal détourés. Ils sont parfaitement réanimés, parfois dans des séquences qui existent déjà dans les classiques d'animation. Parfois, au contraire, ils ont été vraiment réanimés. Et ça se voit. On joue aussi beaucoup sur leurs ombres, sur leur morphologie, notamment avec Rafiki qui est très souvent de dos. Je trouve qu'il y a un soin particulier
qui a été apporté aux personnages, qui sont d'ailleurs pour la plupart des personnages des classiques d'animation. Donc exit le Star Wars, le Marvel, il y a des séquences Pixar, mais qui sont magnifiques et qui matchent super bien avec l'univers des classiques d'animation. Parmi les autres points positifs, c'est aussi le premier spectacle Disney qui intègre l'utilisation de drones avec de la pyrotechnie dans un royaume enchanté. Donc c'est enfin Disneyland Paris qui reprend un peu d'avance sur la technique et qui montre qu'on peut mélanger les deux. Et les figures de drones sont superbement bien amenées. Et en même temps, on voit que le show peut fonctionner sans et avec drone. C'est-à-dire que les séquences de drones ne sont pas forcément essentielles au show. Et d'ailleurs, il y a une séquence que j'ai adorée, c'est le moment où ces drones apparaissent. Ma séquence préférée du spectacle, qui est vraiment, je trouve, la plus travaillée et qui est la plus visuelle, c'est cette séquence où Lilo et Stitch arrivent et que d'un seul coup, Buzz transperce l'hyperespace et file à toute allure avec un superbe jeu de lumière et une prolongation de la traînée sur Main Street. C'était vraiment magnifique. Et le réarrangement musical à ce moment-là, je l'ai trouvé excellentissime, à tel point d'ailleurs que Friend in Me, dans cette version-là, pour moi, aurait pu être en réalité le main thème du spectacle. Ce qui nous amène là, du coup, au point négatif, ce que j'ai un peu moins aimé dans le spectacle. Donc, comme je vous le disais, j'ai un problème avec le main theme. Toutes les séquences musicales du show sont très bonnes, sauf le fil conducteur musical. Je ne comprends pas cette musique à qui il manque une rythmique et qui, à mon sens, est beaucoup trop mélancolique et pas assez festive. Et à chaque fois que cette musique revient au moment des transitions, c'est presque un peu pesant. Le deuxième autre point négatif, et pour moi c'est le point négatif principal de ce show, c'est le manque de pyrotechnie. Alors ça fait plusieurs années que dans notre parc, la pyrotechnie disparaît peu à peu des shows nocturnes. On l'a remarqué notamment lorsque Disney Dreams est revenu. Parce qu'on ne pensait pas qu'ils allaient toucher à la pyrotechnie de Disney Dreams. Eh bien si, ils ont réduit le nombre de figures avec les feux d'artifice. Pourquoi? Tout simplement parce que ça coûte cher. Dans Disney Illumination aussi, ils avaient beaucoup modifié la pyro. Et dans Disney Tales of Magic, on voit bien qu'il manque de la pyro. On le voit d'ailleurs même sur la bande-son, parce que ça se voit que la direction artistique a laissé des signatures sonores qui sont en principe faites pour être appuyées par une figure, par un feu d'artifice. Et ce qui pourrait contrebalancer le manque de pyrotechnie, c'est la longueur du show. Le show est trop long. Il y a quelques séquences en trop. Il faudrait retirer, à mon avis, 2 à 3 minutes de spectacle. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Tales of Magic est probablement un des plus longs shows nocturnes, puisque de toute façon, aux États-Unis, c'est plutôt une quinzaine de minutes. Et donc, comme ça manque de pyrotechnie, vous avez des longues séquences où il ne se passe rien et où en plus, il se passerait encore moins de choses s'il n'y avait pas les drones, ce qui va quand même se produire quelquefois en fonction de la météo. Et donc vous avez de très longues séquences, comme par exemple celle de La Belle et la Bête, où vous avez très peu de pyro, elle arrive seulement qu'à la fin du tableau, et si vous n'avez pas les figures de drones, c'est une séquence entière de mapping, comme il y en avait d'ailleurs dans Disney Illumination, sans aucune pyrotechnie. J'ai pas tellement apprécié mon premier visionnage du spectacle, j'ai plus apprécié le second, notamment sur un autre point négatif, c'est-à-dire la direction artistique. Donc que ce soit le main theme, mais aussi l'ambiance générale du spectacle. Je trouve que c'est un spectacle qui est très sombre et mélancolique. On voit comment il utilise la lumière et comment il veut jamais véritablement dévoiler les objets. Et c'est comme ça que dans la séquence d'Encanto, on ne voit quasiment plus le château. Et finalement, c'est pas Encanto qui se cache, c'est le château qui se cache pendant cette séquence. Et j'ai trouvé ça très fort. Mais du coup, c'est très très sombre, alors que c'est la partie la plus groovy du spectacle. Et donc, même si je comprends tous ces tableaux et que tous ces tableaux fonctionnent bien, dans l'ensemble, ils sont tous quand même plutôt sombres. Et donc, vous avez un long tunnel mélancolique qui démarre avec La Belle et la Bête et qui va jusqu'à la fin de We Don't Talk About Bruno. Et ce qui m'amène donc à un point où sont passées les séquences festives. Des gens se plaignaient en disant Disney Dreams, c'est pas festif. Il y avait quand même lumière, il y avait quand même Robin Williams et le génie. Où sont ces séquences un peu punchy? Et c'est pour ça notamment que j'adore la séquence de Toy Story, parce que c'est la seule qui vient un peu réveiller le public pendant le spectacle. Bien sûr, les parcs Disney sont là pour travailler sur la nostalgie, sur la mélancolie. Ça me dérange pas du tout qu'il y ait des longs tableaux sur la mort. Et c'est le cas dans ce spectacle avec He Lives in You, cette superbe reprise de He Lives in You. Et la fête revient tout de même avec Encanto dans le tout dernier tableau. D'abord, We Don't Talk About Bruno, vraiment superbement bien mise en scène avec un super solo de rock, la lumière à ce moment-là est incroyable. Et puis une séquence plus festive et basique à la fin. Ce qui m'amène sur mon tout dernier point négatif, le choix de Encanto comme tableau final. Encanto, quand c'est sorti au cinéma, c'est sorti en France effectivement en pleine pandémie. Et c'est pas sorti dans tous les cinémas du monde. Ça a certes très bien marché aux États-Unis, la BO a cartonné, mais on ne sait pas aujourd'hui quel est l'impact culturel et commercial d'Encanto. C'est difficile de le savoir. Il y a des pays dans lesquels le film n'a pas été diffusé. C'est un succès très américain, et je pense qu'en fait, à la place d'Encanto, il fallait mettre évidemment Coco. C'était Coco pour moi qui devait conclure le spectacle, un peu comme dans Together. Ou alors il fallait scinder le tableau en deux, une partie Coco, une partie Encanto pour faire cette séquence un peu Amérique latine. Mais si on garde ce spectacle presque 10 ans comme le précédent, qu'est-ce que Coco vaudra dans 10 ans?
Je sais pas du tout. Alors que les séquences précédentes du show sont quand même, à mon avis, plus en phase avec la culture européenne, que ce soit le Bossu de Notre-Dame, La Belle et la Bête, Le Roi Lion. Là, je comprends tous ces choix. Donc dans l'ensemble, c'est un show que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai pris plaisir à le visionner, notamment la deuxième fois. Mais aujourd'hui, il est loin d'être mon spectacle Disney préféré dans les parcs Disney, notamment dans les parcs où il y a un château. Ce qui m'amène du coup au classement de mes shows préférés dans les parcs Disney. J'ai exclu Tokyo Disneyland parce que je ne connais vraiment pas le spectacle nocturne de Tokyo Disneyland que je n'ai pas pu regarder, mais j'ai inclus tous les autres parcs Disney. Parmi ceux qui sont joués actuellement, mon spectacle préféré en ce moment dans les parcs Disney, c'est Momentus à Hong Kong Disneyland pour la qualité du mapping, la qualité de la pyrotechnie et surtout la qualité de la direction artistique et de la musique. La musique qui est excellentissime, qui est en ce moment une de mes musiques Disney préférées, Love the Memory. À peu près pour les mêmes raisons, Happily Ever After, qui est désormais un vieux spectacle, et bien pourtant qui marche toujours autant sur moi, notamment grâce à sa musique emblématique et à des séquences complètement épiques sur l'univers d'Hercule par exemple. Ensuite à Disneyland en ce moment, le vrai show emblématique du parc en ce moment et qui va être rejoué à partir de l'année prochaine, c'est Wondrous Journeys, qui est donc une célébration de l'animation Disney. Donc ça exclut la partie Pixar avec de superbes tableaux, notamment un sur l'univers de Baymax, mais aussi la fée bleue qui s'envole au début du spectacle. Et là aussi, un main theme que j'aime énormément, une musique que je retiens beaucoup plus et que j'écoute en permanence. Et donc Tales of Magic arrive juste après ces trois premiers spectacles. Tales of Magic, pour moi, il est même pas dans le top 3, je l'ai mis en 4e position. Et le dernier, pour le coup, que je trouve complètement nul, et qui ne m'a pas du tout marqué, mais qui est quand même bien plus nul que Tales of Magic, c'est In Night the Dream, qui est joué à Shanghai Disneyland avec une séquence Marvel très bizarre, une pyrotechnique très impressionnante, mais des tableaux entiers où il se passe absolument rien. Tales of Magic, c'est pas du tout un loupé, et je reconnais un vrai travail sur notamment la couleur, sur l'utilisation de la lumière, sur le spectacle est vraiment très immersif, la qualité de la projection aussi sur Main Street. Franchement, rien n'est à jeter, mais ça n'a pas fonctionné sur moi comme Momentus, comme Happily Ever After, voilà, ça a un petit peu moins fonctionné. Et je pense qu'on n'est pas loin du sans faute, il suffirait de raccourcir quelques séquences, de rajouter un tout petit peu de pyrotechnie, et le show pourrait prendre une envergure complètement différente. J'ai vraiment très hâte de voir vos avis en commentaire, parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez partagé. Personne ne semble regretter Disney Illumination, pour autant, mais j'ai l'impression que beaucoup de monde pense qu'il y avait un vrai potentiel et qu'il n'a pas été exploité au maximum. Et n'oubliez pas, l'année prochaine, il y a un autre nouveau spectacle nocturne qui arrive, c'est celui sur le lac d'Adventure Bay, lors de l'ouverture du World of Frozen, de ce nouveau parc qui va même changer de nom et qui va s'appeler Disney Adventure World. Et donc il y aura 2 grands shows nocturnes emblématiques à Disneyland Paris, et on en reparlera bien sûr ici en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!